Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdo sur tendanceouest.com et tout le digital Tendance Ouest, c'est Club Foot avec encore cette semaine la Coupe de France au cœur des discussions et dans le Club Hack et dans le Club Malherbe. Mais avant de passer à l'actualité de nos deux clubs professionnels qui, vous allez le voir, sont dans de bien sales draps et l'un et l'autre, on s'arrête donc à la plus ancienne compétition de l'histoire du football en France, à savoir la Coupe de France. Et si l'on savait pour les professionnels que cette Coupe de France allait reprendre, eh bien mes invités sont là pour disserter sur les amateurs. Ce fut une grande surprise il y a quelques jours de cela de voir la Fédération française décréter comme ouvert le 6e tour amateur. On va vous rappeler le cheminement de ces deux compétitions cette année. En tout cas, ça a créé de la surprise, ça a créé des forfaits avec le premier en France qui a eu lieu en Normandie, à savoir celui du FC Flers qui a été suivi depuis. Et pour parler de tout ça, on a trois spécialistes en notre compagnie. Mathieu Billot du foot normand est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Salut à toi Gilles Dubénil de Hackfoot. Salut Sylvain, bonjour aux auditeurs. Et salut à toi Julien Caillard d'RTL. Salut. Bon messieurs, je commence avec vous Mathieu Billot. Juste comme ça, allez, vous l'avez perçu comment cette annonce de la Fédération française qui consiste à faire jouer samedi et dimanche prochain partout en France le 6e tour amateur de la Coupe de France? Bon, je l'ai perçu comme quoi le lobby du football et de la Fédération française est très puissant dans notre pays et donc permet de faire des choses qu'on pensait inimaginables tout simplement. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je l'ai vu et j'ai encore du mal à y croire. Je pense que j'y croirai peut-être dimanche si je suis sur un terrain, mais un peu du mal à y croire et je me demande bien comment les clubs font pour se préparer dans ces conditions. Ils font vraiment preuve d'une capacité d'adaptation assez impressionnante. Gilles Duménil, votre avis sur ce retour de la Coupe de France totalement inattendu? La volonté du président Le Gret a encore une fois frappé. Lui qui n'a pas apprécié que le Premier ministre dise que la Coupe de France serait annulée, persiste et signe et envoie ses joueurs en Coupe de France, quels que soient les risques pour la santé de ces derniers, mais peut-être que ça compte pas beaucoup pour lui. Julien, à la lumière de ce que viennent de dire et Gilles Duménil et Mathieu Billot, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Est-ce que l'on est dans la logique où il faut impérativement finir la Coupe de France sans trop se préoccuper des amateurs finalement? Le problème, c'est que la Coupe de France, elle a été construite avec deux voies, une voie professionnelle et une voie amateur. On savait que la voie professionnelle, elle ne poserait pas de problème, mais pour que cette voie professionnelle puisse aller au bout, par définition, il faut que la voie amateur puisse se dérouler elle aussi. Effectivement, il y a sans doute cette volonté du président Le Gret. Maintenant, moi, j'ai du mal à reprocher à une fédération de tenter de bâtir l'une des compétitions les plus emblématiques de cette fédération et de faire en sorte que les clubs affiliés à cette fédération puissent y participer. Alors évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Faut être clair, 10 jours, quand ça fait 3 mois que l'on est sans football, le problème majeur, il est là. Bien sûr. Et moi, j'ai pas d'opinion tranchée sur la question. Il y a aujourd'hui 66 millions de virologues et d'épidémiologistes dans ce pays. Moi, j'en fais pas partie. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Je mesure les contraintes que cela peut représenter pour les clubs, ne serait-ce que sur les tests, la politique de tests qui est mise en place pour accéder à ce 6e tour. C'est assez terrifiant. Test PCR 3 jours avant la rencontre, test immunologique la veille ou le jour même de la rencontre, c'est-à-dire un protocole sanitaire plus drastique encore que pour les clubs professionnels. C'est très compliqué à mettre en place. Il y a aussi ces entraînements qui n'ont pas pu se dérouler depuis des semaines, ou en tout cas pas normalement, et donc une condition physique des joueurs qui est forcément limitée au moment de jouer. Je peux comprendre le comportement des dirigeants du FC Flers et des joueurs du FC Flers. Je peux comprendre aussi le comportement de certains dirigeants et de certains joueurs qui veulent pouvoir jouer parce que tout simplement, il y a cette envie de retrouver les terrains. Moi, je ne condamne personne. J'ai juste envie de dire à ces joueurs qui vont se retrouver sur la pelouse ce week-end, faites attention à vous, à la fois faites attention à cette problématique que pose le Covid, mais faites aussi attention à votre physique. On va sans doute voir des matchs d'une vraie intensité, 90 minutes en mode compétition, avec des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer ce type de match. Il ne faudrait pas qu'on aille vers des incidents graves, des accidents graves.
Donc voilà, faites attention à vous, mais je peux comprendre cette envie de jouer. Gilles Duménil, on a du côté de Pavie également un entraîneur, Emmanuel Hutto en l'occurrence, qui n'a pas mâché ses mots à propos de cette Coupe de France et surtout de son adversaire. Lui, il n'y peut rien. Son adversaire, c'est une équipe qui a continué à jouer, qui est qualifié comme professionnel CQRM, comme Avranches peut l'être qualifié aussi puisqu'en National 1 le championnat s'est poursuivi. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut espérer Pavie, mis à part concéder 10 buts contre QRM? Plutôt craindre que, comme disait Julien, de perdre des joueurs, d'autant plus qu'on est en hiver, donc on est sur des terrains encore plus mauvais, donc ça va encore compliquer la tâche. Il n'y aura pas le public et toute l'ambiance kermesse qui est habituellement en Coupe de France, qui permet à joueurs amateurs de se transcender, déjà qu'ils n'ont pas le physique. Oui, à part se prendre une valise, prendre les frais qui vont avec. Je vois pas vraiment ce que les amateurs vont jouer. Il y a une distorsion de concurrence dans la pratique qui fait que des joueurs surentraînés vont se rencontrer face à des joueurs qui, eux, ne sont pas entraînés depuis 3 mois. Il va y avoir de la casse, il y a vraiment de l'intensité physique qui est mise entre les deux clubs. Mathieu Billot du foot normand, on est évidemment dans un cas de figure exceptionnel en tant que tel, dans une manière de faire exceptionnelle en tant que tel. Est-ce que finalement c'est pas la moins pire des solutions que d'avoir réussi tant bien que mal à établir ce programme pour février? Parce qu'on le rappelle, ça jouera chaque week-end un tour de cette coupe amateur finalement. Déjà le premier point, c'est qu'on se rappellera début mars pour voir si le programme a bien été tenu, ce qui est pas garanti au moment où on se parle. Et ensuite non, la logique aurait voulu que ça joue pas, tout simplement. Que ça joue pas. Les championnats ne jouent pas depuis fin octobre. Pourquoi la coupe, qui concerne du coup la plupart des équipes similaires, jouerait? Non, c'est juste, voilà. Alors, la fédération met en avant que cette Coupe de France peut avoir l'air de test pour la reprise des championnats. Bon, il y a du mal à croire que les championnats puissent reprendre dans un avenir à court terme. Attendez, ce que vous êtes en train de dire là, Mathieu, on va développer un petit peu, on va filer un peu le trait là-dessus. Valeur de reprise, de test en vue des championnats, ça veut donc dire que si on reprend les championnats dans quelques semaines de cela, ce sera sous régime, comme le disait Julien tout à l'heure, de tests PCR 3 jours avant, de présence d'un médecin sur les terrains à huis clos et toute la galerie qui est mise en place là? Tout dépend des conditions sanitaires dans lesquelles le pays se trouvera, mais si vous voulez... de toute façon, les championnats, si vous voulez ne serait-ce que les mener à terme la phase aller, va pas falloir trop tarder à reprendre, vu que vous n'avez pas de match après le 30 juin. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux alentours, messieurs, du 15 mars, s'il n'y a pas eu de reprise des championnats amateurs, on file tout droit vers ce qu'a prononcé la Belgique pas plus tard qu'hier, à savoir saison blanche au niveau amateur? Est-ce que le 15 mars est selon vous la dernière limite, Julien Caillard, RTL? Mais moi, je crois qu'il faut malheureusement prendre les choses au jour le jour en ce moment. Moi, j'appartiens à une rédaction nationale où on nous a mis en alerte ce week-end autour de la question d'une éventuelle prise de parole du président de la République en ce milieu de semaine. Bon, il n'en est rien. Cette prise de parole, elle a été repoussée, si tant est qu'elle ait lieu un jour. Et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des décisions le week-end prochain. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que les matchs prévus dimanche pourront se jouer? Imaginez le gouvernement où le président de la République s'exprime samedi pour annoncer un reconfinement dimanche. On imagine mal que ces matchs pourraient se jouer. Et s'ils se jouaient, on imagine mal que ceux du 7e tour prévu la semaine suivante pourraient se jouer. Donc on n'en sait rien en réalité. On n'en sait rien. Enfin, les chances semblent quand même plus nombreuses, messieurs, que ça n'aille pas au bout, comme le disait Mathieu Billot tout à l'heure. Hein. Voilà, faut être clair. Mais le plus probable, Sylvain, avec cette question des variants et cette question de ce plateau haut qui est le nôtre depuis des semaines, et de savoir quelles seront les restrictions dans quelques jours. On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas quelles seront les restrictions sanitaires qu'aura adopté ce pays lundi prochain. Donc, voyons si ce 6e tour peut se jouer. Le 7e me paraît déjà très très loin. Alors après, la reprise des championnats, c'est encore autre chose. Les championnats, justement, il y a certaines équipes en Normandie, le HAC, le Stade Malherbe en Ligue 2, QRM et Avranches qui continuent de les jouer. L'heure est venue de se plonger dans l'actu de nos clubs professionnels en Normandie. Et l'on commence avec le Stade Malherbe de Caen et Club Malherbe. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com.
Et ce club Malherbe, mesdames, messieurs, il va être alimenté aujourd'hui par nos 3 experts, Julien Caillard d'RTL, donc Gilles Duménil des activistes et Mathieu Billot de Foot Normand. Messieurs, d'entrée de jeu, j'ai juste envie, allez, on y va, comme ça, de vous faire partager et de vous rappeler, si vous ne l'avez pas entendu sur tendanceouest.com, le best-of de la réaction de Pascal Duprat après le susdit match face à Rodez. Vous savez, les solutions, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Voilà. Il n'y en a souvent qu'une de solution. Reste à savoir si c'est maintenant, si c'est plus tard. Mais il va y avoir une solution. Mais voilà, moi je sais que les joueurs que je coach donnent le maximum. Et après, j'ai beaucoup de respect de ces joueurs-là. Ma mission, moi, c'est de faire en sorte que, pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils se fassent au monde professionnel. Et pour les joueurs expérimentés, qui tirent le meilleur d'eux-mêmes. Et de faire en sorte, autant que faire se peut, que les joueurs progressent. Mais force est de constater qu'ils ne progressent pas assez vite. Avec les joueurs, j'ai zéro difficulté. Hein. Franchement, ou alors ce sont de bons acteurs. Après, je suis comme tous les coachs, je fais des choix. Mais bon, moi, reste avec mon honnêteté. Et puis j'ai un avantage par rapport à beaucoup, c'est que je suis extrêmement lisible. Je suis honnête, je fais mon travail honnêtement, très honnête. Je suis pas 25 000 discours, j'en ai qu'un. Je suis très fier d'avoir cette attitude-là. Beaucoup devraient s'en inspirer, croyez-moi. Voilà. On sait tout maintenant. Alors messieurs, on va passer sur le match puisqu'il s'est quasiment rien passé dans ce match-là, en tout cas de bon pour le Stade Malherbe de Caen. Et puis Pascal Duprat, comme prévu, nous a fait un petit show à la Pascal Duprat en fin de match. Julien Caillard, est-ce que ça dénote tout simplement de cette incapacité à faire presque quoi que ce soit de bon du Stade Malherbe de Caen en ce moment? Pascal Duprat, il nous a raconté une histoire au sortir de ce match. Il nous a dit qu'il ne serait plus l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen la saison prochaine, sauf montée. Mais comme il n'y aura probablement pas de montée, Pascal Duprat ne sera plus l'entraîneur de ce club. Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution que de changer d'entraîneur, puisque la solution qui consiste à changer les joueurs, elle n'est évidemment pas valide. Et celle qui consiste à faire progresser le groupe actuel, elle pourrait être valide, mais lui estime que le groupe ne progresse pas suffisamment vite. Il nous a dit qu'il était honnête. Bon, moi je veux bien le croire. Après, l'honnêteté, c'est quelque chose que l'on a dans notre fort intérieur. Difficile de dire s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, d'autres prendront sa place et d'autres tenteront de faire mieux la saison prochaine. Bref, il nous a dit qu'il partait. C'est quelque chose que l'on savait en partie, soyons honnêtes. On savait qu'il y avait cette volonté de la part des dirigeants de ne pas le conserver, sauf en cas de montée. Je crois que les dirigeants l'avaient dit, notamment dans le magazine de Mathieu. Bon, voilà, Pascal Duprat a fait du Pascal Duprat, mais ce qu'il faut ressortir de tout cela, c'est, je crois, d'une part que lui-même a compris que la montée n'était plus complètement jouable, en tout cas qu'il n'avait pas tous les éléments pour pouvoir la jouer. Et puis, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il allait partir. C'était ça, Mathieu Billot, surtout le fruit de cette rencontre et sa conclusion face à Rodez lors de cette 21e journée, c'est que cette fois, Caen, c'est sûr, ne sera pas de la bataille pour les barrages. Oui, alors c'est sûr, je vais éviter de... Je savais que vous alliez dire ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis comme ça volontairement, vous voyez. Je vais éviter d'asséner des trucs parce que je n'ai pas de capacité divinatoire, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines en termes de résultats. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est très mal engagé. Et c'est très très mal engagé. Autant sur la dynamique de résultats que voilà, sur plusieurs plans, c'est très mal engagé. Effectivement, voilà. Sur ce qu'on voit sur le terrain, on les avait vus plutôt corrects face à Guingamp en Coupe de France, les Canets, mercredi dernier. C'était bon. Bien, mais... et les travers sont revenus à la vitesse de la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel à partir de 19h samedi soir face à Rodez. On a trop peu vu face à Rodez, Mathieu. On a trop peu vu. Il y a eu plusieurs choses contre Rodez. C'est déjà qu'il y a une entame catastrophique, malheureusement, comme souvent, parce que souvent le Stade Malherbe encaisse le premier but et souvent dans le premier quart d'heure. Donc quand vous marquez, je crois, 21 buts en 21 matchs, ça signifie que si vous en encaissez un, déjà, vous ne pouvez plus gagner. Donc ça paraît un peu compliqué. La défense est en grande difficulté, là sur les coups de pied arrêtés. Et après la première mi-temps contre Rodez, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi des choses intéressantes sur le plan de l'animation, du jeu. C'était pas exceptionnel, mais j'ai vu deux, trois choses sympathiques. Le plus surprenant, en seconde période, il ne s'est plus rien passé. Pourquoi, comment ? C'est la bonne question. C'est ça surtout, c'est qu'à l'heure où on les attendait, puisqu'il semblait qu'ils étaient revenus dans le match avec ce penalty d'Alexandre Mendy avant la demi-heure de jeu, au moment où on les attendait en deuxième période justement, c'est là où ils ont disparu les Canets samedi. Ouais, là c'est surprenant parce qu'il ne s'est strictement rien passé. Je me rappelle encore de mon cahier de notes. Je crois avoir noté une tête de Bamou hors cadre. 80e minute, exactement. Une tentative de 1-2 entre Mendy et Bamou qui n'a pas abouti. Donc c'est effectivement très très peu.
C'est un peu la seconde période, elle est incompréhensible. Mais voilà, c'est une équipe. Bon, voilà, après, tout dépend. C'est vrai que Pascal Duprat, le premier, on a parlé de ses objectifs de barrage et les joueurs. Mais bon, voilà, beaucoup de personnes disent que cette équipe, sa place, était plutôt entre la 6e et la 10e place. On est à peu près tous d'accord là-dessus, Mathieu. On est à peu près tous d'accord là-dessus aujourd'hui. Donc la dynamique est très très mauvaise en ce moment. Mais voilà, je pense ça fait pas plaisir à grand monde et en premier lieu aux supporters, mais tout simplement, cette équipe, elle est à sa place. Voilà, 10e, c'est certainement sa place. Julien Caillard, est-ce que le Stade Malherbe de Caen, en 10e position, est à sa place en Ligue 2 cette année? Et moi, je crois qu'on est toujours à sa place. Je veux dire, le classement, il ne ment pas, à mon avis. Et on est toujours à la place. Alors, on le rappelle, évolution très régulière des Canets, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites. Oui. Moi, ce qui m'interroge un peu dans les propos de Pascal Duprat, c'est cette manière avec laquelle il nous dit d'ores et déjà qu'il ne sera plus là la saison dernière. Et donc, la saison prochaine aussi. La saison prochaine, pardon. Et donc, ce qu'il nous dit là, la question, elle est de savoir depuis quand il sait cela et de quelle manière ce qu'il sait a pu agir sur le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'est la vraie question. C'est votre deuxième partie de question, parce que la première, je vais y répondre, c'était juste avant Noël. Et la deuxième, c'est l'enchaînement qui reste questionnant, exactement. Bah voilà, et puis on a vraiment quand même le sentiment que cette défaite avant Noël contre Sochaux à domicile, elle est venue non seulement contrarier les vacances des Canets, mais changer peut-être un peu la donne, parce que c'est vrai que si vous avez 3 points de plus à la trêve, l'affaire est peut-être un peu différente, et la manière dont vous abordez cette nouvelle année est peut-être un peu différente, mais voilà. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est cet enchaînement fin d'année Sochaux, déclaration dans la presse et notamment dans le foot normand, Pascal Duprat ne sera plus là, sauf s'il y avait une montée. On en est presque à se demander si les dirigeants-là souhaitaient cette montée dès le mois de décembre. Enfin, vous voyez, c'est ça qui m'embête. Après, pour le reste, je suis d'accord avec Mathieu, cette équipe a sans doute des limites. Et quelque part, qu'elle ait réussi à faire ce début de championnat était plutôt à son honneur et plutôt à l'honneur de son coach, justement. Donc voilà, je ne sais pas, mais il y a un petit truc amer dans les propos de Pascal Duprat et dans ce que l'on comprend de l'enchaînement qui a pu conduire le Stade Malherbe là où il en est aujourd'hui dans les semaines passées. Comment, Mathieu Billot, on prépare le déplacement à Chambly, puis 3 jours après la réception de Valenciennes, puis encore 3 jours après le déplacement à Amiens, dans des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire où l'on n'a plus grand-chose à jouer au final? On balaye, on met tous les jeunes, on décide de les lancer définitivement et de travailler pour la suite? Alors déjà, il n'y a plus grand-chose à jouer, je ne dirais pas ça, dans un sens comme dans l'autre. Déjà, ce qui serait une bonne idée, c'est de gagner à Chambly. Parce que Chambly est actuellement, je crois, en position de barragiste, donc ça vous permettrait au moins d'écarter définitivement cette menace. Parce que si vous maintenez le rythme que vous avez depuis début décembre, fin mai, vous aurez d'autres préoccupations de savoir que si Pascal Duprat va rester la saison prochaine. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Après, le but d'une compétition et des matchs, c'est de les gagner. Donc, même s'ils finissent 7, 8 ou 10, s'ils pouvaient en remporter un maximum, c'est une bonne chose. La question de lancer les jeunes définitivement, elle se posera peut-être en avril. Voilà, là, oui, pour 5-6 matchs à la fin, quoi. Il est bien trop tôt pour le moment pour ça. Il faut essayer de reprendre le fil un peu d'une saison qui pour l'instant qui est en train de se déliter, quoi. C'est ça qui est compliqué, Sylvain. C'est qu'en tenant les propos qui ont été les siens, Pascal Duprat, il ouvre le champ à tout et n'importe quoi dans les prochaines semaines, parce que en gros, les joueurs là, il leur dit la montée, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas progressé suffisamment vite, c'est mort. Moi, je serai plus là la saison prochaine, donc il dit aux joueurs, va falloir que vous vous mettiez en tête qu'il y aura un autre coach, et puis faites ce que vous voulez d'ici là. Je comprends pas très bien, vous voyez, où ça peut nous mener, et je vois pas très bien quel horizon bleu peut se dégager dans les semaines qui viennent à partir de ce type de déclaration. Alors, on a bien compris que le Stade Malherbe de Caen préparait l'avenir, mais préparer la saison prochaine en décidant dès le 26 janvier que la saison est terminée, ça me paraît un petit peu court. Donc voilà, moi, c'est un peu pour cela que je suis perplexe. Des dirigeants qui disent à un coach, tu ne seras plus là sauf si tu montes. Un coach qui dit, on ne va pas monter, donc je ne serai plus là. Et qui dit donc aux joueurs, faites sans moi la saison prochaine. C'est pas facile maintenant. Gilles Duménil, comment au nord de la Seine, à l'embouchure de cette Seine, on perçoit les aventures de Pascal Duprat et du Stade Malherbe de Caen à l'heure actuelle quand on est à Vray?
Très étonnant au niveau des propos qu'il a tenus. Il voudrait que ça parte en cacahuète, il s'y prendrait pas autrement. Quand on dit aux joueurs dès la fin à ce moment-là de la saison, effectivement, je serai pas là, il se passe deux choses. Soit ils se mettent en autogestion et ça devient exceptionnel, soit ils partent en vacances et ils jouent en claquette. Dans les deux cas, l'entraîneur il sera pas pour grand chose. Donc je comprends pas trop pourquoi il acte dans les faits publiquement le fait que c'est raté, alors qu'on sait très bien que dans la plupart des cas, on repousse justement ce moment où on annonce que la saison est ratée pour essayer de maintenir ces joueurs sous pression. Vous êtes tous d'accord, messieurs, pour dire que c'est un acte dont on reparlera en fin de saison, ça, ce marqueur de cette 21e journée, ou pas du tout? Non, mais c'est un non-événement, hein. Ça reste une conférence de presse et ça reste un moyen de détourner aussi l'attention du résultat du moment. Il ne faut pas non plus y accorder plus d'importance que ça n'en a. Hein. Et je pense que Pascal Dupraz, ça fait bien longtemps qu'il a tourné la page de ses propos de samedi. Hein. Honnêtement, à part les journalistes qui lui en parlent, ça fait déjà bien longtemps que voilà, et ça fonctionnait. Tout le monde s'est précipité dans le truc et n'a parlé que de ça depuis samedi soir. Et il n'a absolument pas parlé du match. Voilà, donc. Ouais, mais quand Olivier Piqueux dresse le bilan chez vous en tout début d'année de la première moitié de saison et qu'il dit le plus simple pour que Pascal Dupraz reste, s'il souhaite rester, c'est qu'il monte en Ligue 1. Bah, c'est la vérité. Bah oui, non, mais d'accord. Mais donc, je veux dire, il acte en quelque sorte ou son départ ou le fait qu'on ne lui fasse pas plus confiance que cela. Vous savez ça, tout le monde le sait depuis le premier round. Si on est obligé de le subir en Ligue 1 parce qu'il sera monté, parce qu'il y aura son année en option qui s'activera, bah on le subira. Mais en gros, il nous dit, moi, ce que j'espère, c'est qu'on monte surtout pas en Ligue 1, comme ça, on va changer de coach et continuer de reconstruire. C'était un peu ça, quand même, le sens de l'interview. Moi, c'est presque cette interview-là qui m'a plus choqué que les propos de Pascal Dupraz. Mais là, cette interview-là, elle reflète tes propos que je pense tous ceux qui suivent à peu près de près ou de loin le Stade Malherbe savent depuis le 1er octobre. Non, mais messieurs, on le savait même depuis largement plus longtemps que ça, puisqu'on savait. Il y a le fait de savoir et il y a le fait de dire. Oui, mais Julien, on savait depuis la signature de Pascal Dupraz au Stade Malherbe de Caen sous la présidence de Fabrice Clément qu'il avait 18 mois plus une année d'enclenché en cas de montée. C'était, enfin, là, c'était su et de tous, parce qu'il y a eu aucun secret là-dessus. Donc, effectivement, moi là où je vous rejoins, Julien, c'est dans le cas de dire, voilà, pourquoi acter ça aujourd'hui et le faire aujourd'hui alors qu'il reste 17 journées. Mais attends, on aurait pu aussi imaginer qu'un Olivier Piqueux puisse dire au début du mois de janvier, écoutez, Pascal Dupraz, il a plutôt sauvé le club la saison dernière, alors qu'il était bien mal embarqué. Avec l'effectif qui est le sien aujourd'hui, il fait plutôt un boulot qui est intéressant parce que au moment où il part, le boulot il restait quand même extrêmement intéressant. Son avenir n'est pas tranché. On sait qu'il y a une option d'une année s'il parvient à monter, mais qu'il parvienne ou non à monter, on réfléchira parce que ce coach a donné quelques certitudes et son profil nous intéresse. Il aurait pu tenir ce type de propos, je veux dire, qui laissait des portes ouvertes pour la suite et qui, en tout cas, avait le mérite de ne rien mettre dans le marbre, de ne rien graver dans le marbre. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait gravé son départ dans le marbre dès le 5 janvier. Et dans ces conditions, je me dis que c'est pas facile de maintenir un groupe sous pression, quoi. Alors, pas facile. D'autres personnes sous l'égide rouge et bleu vont vivre des moments que l'on peut qualifier de pas faciles dans les prochains mois, puisque hier, lundi 25 janvier, a été officialisé. Alors, le PSE, pour être extrêmement précis, le plan de sauvegarde des emplois, autant dire le plan social que tout le monde attendait, là également. Mathieu, ça fait déjà plusieurs mois que l'on savait qu'il allait intervenir, plus exactement depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires et propriétaires du club. Mathieu, ce plan social, il concerne, que l'on soit précis dans les chiffres, 20 à 22 contrats à durée indéterminée dans le club, un club qui compte aujourd'hui un tout petit peu plus de 150 salariés, et j'omets volontairement dans ces 150 salariés les 40 joueurs et staff professionnels, plus les élites qui sont considérés aussi comme des professionnels, ce qui regroupe à peu près une soixantaine de joueurs et staff professionnels. Les 20 CDI qui seront licenciés ne font pas partie de ce groupe professionnel et font partie des administratifs et sportifs, en particulier du centre de formation. Oui, enfin, il y a 60 CDI au club, donc forcément les CDI ne concernent pas les joueurs et les entraîneurs parce qu'ils ne sont pas assujettis à ça, et donc il y en aura un tiers qui ne seront pas conservés à l'issue de ce plan, tout simplement.
Et plus derrière des contrats à durée déterminée qui, eux, ne seront pas renouvelés pour un bon nombre d'entre eux également. Oui, déjà, il y a les joueurs en fin de contrat et les staffs en fin de contrat, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la formation. Il y a effectivement, ça va réduire la voilure, hein, tout simplement. Malherbe est un club de Ligue 2 et doit composer avec les moyens d'un club de Ligue 2 et donc doit se recalibrer. Après, c'est assez brutal, hein, parce que c'est vrai que 20 sur 60, je trouve ça assez impressionnant. Mais ça va, ils vont revenir, c'est ce qu'a dit Arnaud Tanguy, hein. Ils reviennent à ce qu'ils étaient en 2014 avant la montée en Ligue 1. Sachant que c'est quand même bien parti, on l'a dit avant, pour que Malherbe fasse une 3e saison consécutive en Ligue 2. De mémoire, c'est pas arrivé depuis le début des années 2000. Absolument. La dernière fois où Malherbe a fait 3 années en Ligue 2, elle en avait fait 7 en Ligue 2 d'affilée avant de remonter en 2004-2005. Et il suffit de jeter un petit coup d'œil à ceux qui composent la Ligue 2, Auxerre, Le Havre, Lens la saison dernière, avant, pour savoir que quand vous y êtes, avant de vous y extraire, il peut s'écouler très longtemps. Donc c'est une étape brutale, c'est très dur pour ceux qui sont concernés, mais on a l'impression qu'elle était inévitable, hein, tout simplement. Julien Caillard, inévitable, inéluctable, c'est aussi ce qu'ont pu me partager certains salariés hier que j'ai eu au téléphone et qui souhaitent garder l'anonymat, même s'ils sont amers, même s'ils sont inquiets, ils en viennent tous à dire que c'était inéluctable finalement. Oui, mais on disait depuis des mois que quand on vivait au-dessus de ses moyens, derrière ces mots, il y a cette réalité, probablement d'un effectif trop important à tous les niveaux du club. Mais moi, c'est vrai que j'ai d'abord une pensée pour ces femmes et ces hommes qui vont partir parce que la situation pour eux doit être très difficile. D'abord, ils ont pour bon nombre d'entre eux des familles et ils ont le droit de se demander de quoi l'avenir sera fait, surtout qu'avec cette crise, la possibilité de retrouver un emploi ne sera peut-être pas forcément extrêmement simple. J'imagine en plus qu'ils ont un attachement particulier à leur entreprise parce qu'on le veuille ou non, un club de foot n'est pas complètement une entreprise comme une autre. Donc j'imagine que c'est un crève-cœur pour ces effectifs, que ça doit être psychologiquement extrêmement difficile, que dans les couloirs de ce club, on doit se regarder d'une drôle de manière en se demandant qui va partir, qui va rester. J'imagine que tout cela est assez insupportable et j'ai une pensée pour ces gens. Ils ne sont responsables de rien. Ils ont sans doute fait leur travail du mieux possible avec le plus d'honnêteté possible et ils sont surtout responsables de choix hasardeux faits par des dirigeants avant l'arrivée des nouveaux actionnaires. Voilà, ce sont eux qui payent la note, mais comme souvent, lorsqu'en haut on fait n'importe quoi, on fait payer la note à ceux qui n'ont rien à voir avec cela et c'est pour eux que j'ai une pensée. Voilà, ça doit être très difficile et j'espère que pour eux, une solution la meilleure possible sera trouvée. Mathieu Billot, on va conclure avec cette partie. Évidemment, ça va s'écouler sur plusieurs mois, ce processus. Ça va pas être réglé dans quelques jours ou quelques semaines. Non, il faut savoir que c'est suivi, quand vous déclenchez un PSE, hein, donc il y a toute une procédure légale qui est à respecter avec différentes étapes. Donc on peut estimer que dans le meilleur des cas, ça sera fini pour cet été. Voilà, donc oui, c'est assez long. Hein, il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place, notamment avec les salariés qui seront concernés. Non, ça va malheureusement, ça va rythmer le quotidien du club et le quotidien de ses salariés et des salariés concernés jusqu'à l'été prochain. Exactement. Et puis ce qui va être intéressant, Sylvain, c'est qu'en parallèle de ce PSE, va quand même s'ouvrir des négociations avec les joueurs sur leurs revenus. J'allais y venir justement. On a parlé des résultats sportifs avant. Dans quelle mesure est-ce que ces négociations vont avoir un impact sur les résultats sportifs? Dans quelle mesure ces négociations vont apporter des éléments ou pas aux finances du club? Tout cela va être à suivre de près, mais on est véritablement sur un moment difficile à vivre pour les salariés, pour les gens qui sont sous contrat. Et voilà, ces discussions qui vont s'ouvrir avec les joueurs. Moi, je vais comprendre aussi que les joueurs défendent leur bout de gras parce qu'eux non plus ne sont pas responsables de ce qui a été fait, même si ce sont eux qui sont sur le terrain. Ils ont signé des contrats, ils n'ont pas fixé leur rémunération tout seuls dans leur coin. Donc voilà, ça va être très compliqué tout cela. Il y a des semaines difficiles qui s'ouvrent sur un plan humain, sur un plan social. Voilà, espérons que le Stade Malherbe de Caen puisse sortir de cela grandi et que chacun puisse trouver
des solutions par la suite. C'est ce qu'on peut souhaiter effectivement, et aux joueurs malherbistes, et sur le plan du terrain, et sur les à côté et les coulisses de ce terrain, des gens qui accompagnent évidemment. On se joint tous à vous, Julien, pour avoir cette pensée pour les 20, 22, plus ceux qui seront en fin de CDD et qui ne seront pas conservés, eux non plus, dans cette fin de saison du côté du Stade Malherbe de Caen. Merci Gilles Dubénil d'avoir été avec nous dans ce Club Malherbe. Merci à vous, Julien Caillard d'RTL également, d'avoir été avec nous, et merci à vous Mathieu Billot du Foot Normand. Le Foot Normand, prochain numéro le 6 février prochain dans vos kiosques. D'ici là, passez une très belle fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Malherbe. Salut. Podcast by Tendance Ouest.